content de vous retrouver aujourd'hui pour une émission focus sur une équipe qui s'est beaucoup renforcée cet été. On va en parler juste après un tour de table. Maxence, comment tu vas ? Ça va super, ça va. On va parler de Tudor, une équipe pas assez connue, donc on va le partager. Exactement, tu viens de me spoiler mon sommaire. Merci beaucoup Maxence. Et on est aussi avec Lilian, ça va aussi ? Ouais, ça va bien aussi. Et toi ? Ok, ouais, moi aussi ça va très très bien. Au sommaire donc de l'émission du jour, un focus sur la Tudor avec les recrues de Hirschi et Alaphilippe. Quelle ampleur peut prendre la Tudor la saison prochaine ? On aura aussi un débat sur l'évolution des contrats et l'augmentation des salaires dans le cyclisme. Un débat avec deux experts qui seront là pour nous donner des chiffres. Mais avant cela, on va parler de la Tudor. Alaphilippe est arrivé, Hirschi aussi. On a beaucoup d'autres recrues à la Tudor. Quelle ampleur peuvent prendre ces changements, oui, et quelle ampleur peut prendre la Tudor l'année prochaine ? Bah, ça a une ampleur très intéressante, surtout pour Alaphilippe pour se relancer. Il a eu une fin de carrière, enfin une fin de, oui, on peut dire carrière avec Quick-Step assez compliquée. Donc pour lui, c'est bien de se relancer, surtout dans une équipe qui n'avait pas l'an dernier un effectif hyper impressionnant, hein, mais pourtant il gagne une étape sur Paris-Nice, une autre sur le Giro. Donc ils ont vraiment impressionné avec l'effectif qu'ils avaient. Et là, quand on voit qu'ils recrutent deux coureurs très intéressants, Marc Hirschi, Julien Alaphilippe, franchement, on peut se dire que déjà ce qu'ils ont été capables de faire avec Trentin, on peut espérer qu'il fasse encore mieux avec Hirschi et Alaphilippe. C'est vrai qu'il y avait de beaux sprinters avec De Klein aussi, en plus de Trentin. Et là, ils ajoutent deux pièces maîtresses sur des classiques qui peuvent aussi performer en grand tour. Est-ce que ça va les aider à accéder au plus haut niveau sur des Tours de France, Giro, tout ça ? Parce qu'on rappelle que c'est des Suisses, hein, Tudor. On ne sait pas encore. On n'a pas les informations avant tout le monde. Mais c'est vrai que... est-ce que tu penses qu'ils vont performer Tudor sur des classiques, par exemple ? Bah oui, ça peut, parce qu'il y a quand même des coureurs d'expérience. Enfin, Julien, même Marco Haller, il a quand même 5 coureurs d'expérience qui étaient à la Red Bull Bora. Marc Hirschi, il en a gagné aussi des classiques. Enfin, il y a des Michael Storer qui sont capables aussi d'aller gagner des courses comme ça. Il y a Matteo Trentin, hein, il en a gagné aussi des courses. Donc oui, si, un effectif qui est capable de gagner des classiques. Après, de là à les titiller les plus grands, ça m'étonnerait, mais il y a de quoi faire. Et puis je pense que s'il y a un bon état d'esprit et puis un bon travail collectif, je pense que ça peut faire de bons résultats. Ouais. En tant que leader, on n'a pas de doute, hein, Alaphilippe, Hirschi, Dainese, Trentin, des gros noms, hein, du peloton ces dernières années. Mais est-ce que les leaders vont pouvoir être suppléés par des bons coureurs à côté ? Bah, on va voir. Déjà, l'an dernier, au sprint, ça avait plutôt bien marché pour Trentin. Mais bon, là, Alaphilippe et Hirschi ne sont pas des sprinters, donc on verra bien. Et puis, surtout, au niveau de... Après, ce sont des coureurs qui sont capables de gagner tout seuls. Donc franchement, ça va sur des courses... peut-être sur des grands tours, tu le disais, peut-être pour des victoires d'étape en échappée. Maintenant, après... l'équipe aussi, elle est très vieille, donc peut-être que pour l'avenir, il va falloir investir sur plus de jeunes équipiers. Alors il y a Hirschi qui a 26 ans, mais bon, c'est pas un coéquipier, donc à voir. Sinon, il y a pas énormément de coéquipiers comme tu disais. On a pas mal de Suisses, hein, qui peuvent remplir ce rôle de coéquipier modèle. Joël Sutter, Roland Thalmann. Il y a aussi Larry Varbas, mais c'est vrai que c'est pas des gros noms. On n'a pas de gens comme Tim Declercq, et j'ai toujours envie de prendre cet exemple, mais qui peuvent tirer un peloton et faire casser des gens. Enfin, j'ai l'impression que Tudor va encore être un peu léger pour passer vraiment, vraiment un cap. Après, c'est pas une équipe où on s'attend à ce qu'ils contrôlent une course. Enfin, après, peut-être sur des petites courses, mais ils ont un peu le rôle d'outsider, et puis ils vont essayer de se glisser dans les échappées, d'aller jouer leur carte personnelle. Mais de là à contrôler un peloton, et comme tu disais, d'étirer un peloton pour justement rendre la course difficile, j'ai du mal à croire que l'effectif fasse peur et puis qu'il soit capable de faire ça. Mais après, j'aimerais être surpris, hein. Franchement, pour l'équipe, ce serait cool. Mais après, oui, est-ce que c'est vraiment leur rôle d'étirer un peloton et de faire sauter tout le monde ? Je pense pas, pour moi. Et puis j'ai du mal à l'imaginer aussi. Oui. Tudor en tête. L'année dernière, Tudor a roulé 148 jours de course au compteur. C'est presque 40 jours de plus qu'en 2023, et c'est quintuple de ce qui avait été réalisé en 2022.
Donc vous voyez, il y a une évolution quand même dans le nombre de jours passés sur le vélo par Tudor. Est-ce que justement le fait de participer à un grand tour l'année prochaine, ou pas, on verra bien, mais ça peut justement augmenter ce quota et donner encore envie à d'autres coureurs de venir pendant un mercato chez Tudor. Je pense, moi, c'est pour la. Quand tu dis quintuples par rapport à il y a 2 ans, je pense que c'est la raison, la progression de l'équipe qui fait venir Hirschi et Alaphilippe. Ils viendraient pas à Tudor pour dire bon bah on va s'enterrer là quoi. Donc non, je pense que oui, le Grand Tour ça aide, le Tour d'Italie qu'ils ont participé ça aide. Après avoir, je sais plus combien ils sont exactement au classement UCI, mais ils doivent pas être très loin du top 20. Donc franchement, oui, s'ils arrivent un jour à aller ce top 20, à être dans ce top 20 et faire les 3 grands tours, ils auront forcément l'amplitude et la progression pour attirer encore de meilleurs coureurs grâce à leur jour d'entraînement. Maxence, qu'est-ce qui manque à cette équipe à l'heure actuelle? Je pense que comme on le disait, il va manquer d'un effectif un peu plus homogène parce qu'on a des grands coureurs qui sont capables de tirer vers le haut, mais après, qu'est-ce qu'il y a par la suite? Je pense qu'ils vont être un peu essolés. Ouais. J'ai retrouvé la stat, ils sont 22e à l'UCI avec 13 victoires la saison passée notamment. C'est notamment beaucoup Trentin qui a scoré les points pour l'équipe forcément, et suivi de Storer et Dainese. Et j'ai vu qu'ils ont recruté quand même pas mal de petits jeunes. Ça va être intéressant de les suivre aussi. On va se refocaliser sur Alaphilippe. Qu'est-ce que ça peut donner à la Philippe, à la Tudor? Est-ce que tu penses, justement, comme tu le disais tout à l'heure, que ça va le relancer? Ou est-ce que ça va un peu finir sa carrière, Lilian? Pour moi, ça va être les deux. D'un côté, ça va le relancer dans le sens où là, il va être un peu le patron de l'équipe. Je veux dire, c'est le grand nom avec Hirschi, ça va être le grand nom de l'équipe. Donc, je pense que ça va lui donner un certain coup de boost à se dire, voilà, à le motiver à être le patron de celui qui va vraiment mener l'équipe. Et de l'autre côté, on ne s'attend pas à le voir signer ailleurs non plus. Je pense que sa carrière risque de la finir quand même à Tudor. Ouais, c'est ce que je pense, mais après, est-ce qu'il n'avait pas une grosse pression après ces 2 titres mondiaux à la Quick-Step qui l'a fait un peu perdre un peu de son niveau, là au moins il sera libéré, il sait qu'il n'a pas grand-chose à perdre non plus, même si je pense que le staff compte quand même sur lui pour amener des résultats, mais Alaphilippe c'est un coureur d'instinct, il va juste s'éclater, et puis il me semble que j'ai vu sur l'équipe qu'il a dit qu'il appréciait être un leader et gagner, mais il appréciait aussi partager et puis aider les autres, donc ça peut être une bonne idée de la part de Tudor de l'avoir recruté pour transmettre un peu et puis justement faire grandir l'équipe. Quel leader l'année prochaine, Hirschi ou Alaphilippe selon vous? Pour moi, les deux vont se tester. Mais ce qui est intéressant pour revenir sur la Quick Step, c'est qu'à la Philippe, même quand il était double champion du monde, il devait encore se battre pour s'imposer leader dans la Quick Step. En tout cas, il y avait toujours des coéquipiers à côté de lui qui pouvaient être leader. Là, à part Hirschi, normalement, il est tout seul. Donc, je pense qu'il va être beaucoup plus serein aussi. Donc, qui pourrait être leader? Ça se jouera entre les deux. Si Alaphilippe n'a pas le niveau, ce sera Hirschi. Maintenant, si Alaphilippe a le niveau, il y aura certainement un co-leadership, je pense. Bon, et puis je pense qu'ils peuvent, vu le nombre de courses qu'il y a dans le calendrier, je pense qu'ils peuvent aligner l'un ou l'autre sur chaque course et puis se partager les rôles et les courses, quoi. On va passer à notre débat. Quelle l'évolution des contrats et l'augmentation des salaires dans le cyclisme et dans les grosses équipes notamment sont-elles en train de dérégler le cyclisme d'hier et donc d'aujourd'hui forcément? On va d'abord parler, notamment, j'ai envie de vous faire parler d'ailleurs, des ruptures de contrat à Maxime Van Gils, Sian Uijtdebroek l'année dernière, Tom Pidcock à Ineos. Qu'est-ce que ça peut casser pour vous, ces ruptures de contrat? T'as envie de parler? Non. Non, pour Pidcock, après, je pense que ça peut. C'est sûr que c'est dommage parce que forcément l'argent rentre beaucoup plus en compte que ça a pu être le cas les années précédentes. Maintenant, après, c'est une norme logique aussi. Je veux dire, aujourd'hui, s'ils faisaient ça gratuitement, ce serait quand même compliqué. Il n'y aurait plus beaucoup de cyclistes, je pense. Donc voilà, après, je pense que c'est une bonne et une mauvaise chose. D'un côté, c'est une mauvaise chose parce que ça rend peut-être certaines équipes avantagées et sportivement, c'est quand même un peu dommage. On voit avec UAE qui est capable de proposer des salaires que Groupama FDJ n'est pas capable de proposer. Et à côté, c'est pas la moins bien placée Groupama, je oui, pense. oui, en plus. Mais de l'autre côté, par contre, ce qui est dommage, c'est que ça va un peu. Enfin, non, pardon, ce qui est bien, c'est que ça va rendre le sport encore un peu plus élitiste. Et je pense que c'est bien de tirer dans ce sens-là et de rendre ce sport encore un peu plus difficile. Ouais, c'est vrai.
Est-ce qu'on se rapproche un peu de la manière dont le foot est fait avec ces ruptures de contrat, Maxence? Bah ouais, je pense que vraiment, il y a des investisseurs qui investissent vraiment dans le vélo et donc dès que ça ramène de l'argent, on l'a vu pour le foot, ça devient plus du sport classique comme à l'époque, comme avant. Et donc maintenant, ça va être, on va parler avec des chiffres, on va parler plus technique, tout ça. Donc ça va changer un peu l'image du vélo. Ouais. Et est-ce que c'est un danger pour toi? Un danger, je pense que c'est un danger bah, par rapport à cette année, par exemple, sur la saison. On voit que justement, il y a eu 2-3 équipes qui ont surclassé le reste. Et puis après, les autres n'avaient pas les moyens financiers pour avoir des coureurs de cette classe-là. Et derrière, je trouve que ça dénigre un peu l'image des courses. Et puis derrière, le spectacle, il est moins beau parce qu'il y a moins de. Il y a moins de courses, quoi. C'est l'un tout seul et puis les autres, ils essaient de suivre, quoi. Lilian, tu avais une stat à nous partager, le nouveau contrat de Lenny Martinez à la Bahreïn Victorious, qui est quand même une somme assez conséquente pour un jeune coureur de son âge. Parle-nous-en. Ouais, c'est quelqu'un qui a encore à faire ses preuves entre guillemets dans le cyclisme pro et pourtant il va être payé 2,5 millions d'euros par an avec son contrat à la Bahreïn Victorieuse. Donc c'est énorme parce que à titre de comparaison, à Vingegaard c'est 4 millions. Donc il est à 1,5 million. Bon, c'est quand même déjà énorme, mais il est quand même qu'à 1,5 million de Vingegaard. Pour comparaison, Pogacar c'est 8 millions, 8 millions. Donc il y a plus de différence entre Vingegaard et Pogacar qu'entre Vingegaard et Martinez. Puis il faut rappeler que la moyenne de salaire dans les cyclistes professionnels, c'est que entre guillemets 500 000. Donc quand on voit Et ça a vachement augmenté parce qu'il y a Ouais. 2 ans, c'était que Et 300 quand 000. on voit le salaire de Lenny Martinez, franchement, si on se posait la question pourquoi il est à Bahrain Victorious, maintenant on a la réponse, je pense. Et qu'est-ce que ça peut changer ces salaires? Parce qu'on voit que dans le foot, des fois, des joueurs surpayés, ça leur fait baisser leur rendement. Est-ce que ça peut être pareil dans le cyclisme ou ça n'a pas encore d'impact? C'est pas encore arrivé? Ça dépend. Pour moi, ça peut être aussi à l'inverse une motivation de se dire bon tiens, peut-être que quand tu es à Groupama, tu te dis je rêve de rouler pour Bahreïn Victorieuse parce qu'ils offrent un bon salaire. Après, je sais pas si ça marche vraiment, mais dans ces cas-là, tu sais que quand tu arrives dans une petite équipe, tu sais que si tu fais des preuves et que tu montres que Oui. tu es capable d'être un bon coureur, tu peux être récompensé par une grosse équipe qui te paye un tel salaire. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y en a pas non plus beaucoup, des équipes comme ça. Donc après, ça risque de rendre un peu plus élitiste ou une seule équipe qui arrive à proposer ce salaire-là, quoi. Ouais, les places vont être chères dans les équipes qui ont des sous, je pense. Et on peut parler aussi de l'évolution des contrats. Pogacar qui a signé jusqu'en 2032. 2029-2032, c'est autour de ces horizons-là. Et Van Aert qui a signé, on va dire, un contrat à vie avec la Visma Lease Bike. Qu'est-ce que vous pensez de ces évolutions de salaire? Avant, on n'avait pas des contrats qui s'étendaient jusque pendant 10 ans, quoi. Des CDI même. Ouais, après, ça montre que les équipes font confiance à un leader et puis qu'ils veulent vraiment axer leur avenir autour de ce coureur et puis que ils vont construire vraiment tout autour de lui et qu'il ne va pas y avoir changement d'équipe tous les ans et puis qu'au printemps, on ne va pas être obligé d'apprendre tous les coureurs qui ont changé d'équipe. On ne va plus être obligé de faire le tri dans tous les transferts. Mais oui, après, c'est une bonne chose. Parce que justement, on va avoir tout le temps ce repère. On sait que Visma, ça va être Van Aert. Mais par contre, ce qui va être dommage, c'est qu'on ne va jamais voir Pogacar être équipier de Van Aert, quoi. Je vais revenir sur ce que disait Maxence, c'est que tout simplement, pour moi, c'est pas forcément une bonne chose qu'il y ait Van Aert qui puisse signer des contrats à vie entre guillemets avec Jumbo, enfin Visma Lease Bike, pardon, parce que d'un côté, ça peut démotiver. Il y en a certains coureurs qui arrivent plus à performer lorsqu'ils doivent prouver un contrat entre guillemets ou essayer de jouer un peu en se disant tiens si je fais des bonnes performances je peux être appelé par telle équipe ou alors tiens je vais avoir une plus belle prolongation, ça peut jouer. Et de l'autre côté aussi je pense que le marché des transferts ça fait quand même le charme du cyclisme comme dans beaucoup de sports, tu vois, donc si on perd ça avec des CDI tout ça, je pense que ça serait quand même dommage. Bon, alors, non mais je dis CDI mais bon c'est Van Aert, c'est presque le cas quoi, donc mais est-ce que c'est pas aussi démotivant pour tu vois, une équipe qui a deux leaders, admettons si Van Aert et puis Vingegaard, on ne savait pas forcément est-ce qu'ils allaient jouer plus les grands tours avec Vingegaard ou les classiques avec Van Aert, le fait qu'il ait un contrat entre guillemets à vie, du coup Vingegaard, est-ce que ça va pas le démotiver à se dire du coup il compte plus sur Van Aert que sur moi et du coup derrière
qu'il envisage de quitter l'équipe, des choses comme ça. Je sais pas si ça peut jouer aussi. Justement, ça dépend si soit tu continues dans cette lancée de faire des contrats à longue durée. Dans ces cas-là, je pense que ça peut même l'enterrer. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans le foot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas rompre de contrat. Enfin, il n'y a pas d'équipe qui paye Ouais, pour c'est rompre compliqué. un contrat. Dans le foot, ça se fait. Mais là, aujourd'hui, si Van Aert il décide de. Ça se passe plus bien avec la Visma Leasebike, je ne sais pas comment ça va se passer pour lui. J'ai une grosse question pour vous, l'évolution des salaires, des contrats et l'augmentation de tout ça. Est-ce que ça va favoriser encore plus les grosses équipes dans le cyclisme? Ouais, pour moi, on l'a déjà vu cette année. On commence à être. On l'a dit sur la vidéo du résumé de l'année. Franchement, c'est pas déprimant, mais du coup, on a plus ces surprises avec des coureurs qui peuvent performer par surprise, entre guillemets. Et là, on va vraiment avoir les meilleures équipes avec les meilleurs coureurs. Et puis derrière des petites équipes en plus, le fait d'avoir de l'argent, ça leur permet de développer des structures, une équipe continentale. Et puis derrière, du coup, tout va ensemble. Et puis les petites équipes, ils ont du mal à faire leur place, quoi. Moi, je pense que je suis ton avis aussi. Maintenant, je pense que on le voit avec l'équipe de Pidcock, Q36.5, ça peut aussi permettre à des petites équipes qui sortent un peu de nulle part, si elles sont bien fortunées, de se permettre d'acheter des plus petits coureurs, enfin pas des plus petits coureurs, mais quand même des coureurs de renom, comme Tom Pidcock par exemple, Tudor, donc à la Philippe et donc Hirschi. Après, à la Philippe, c'est différent parce que je crois que son salaire, c'est 2 millions par an. Alors que Moins que la Martinez. Quickstep, ouais, moins que Martinez, et surtout la Quickstep, il était payé 2,3 millions par an, donc il perd 300 000 par an. Ah, mais ça va être à l'encontre des équipes comme Cofidis, Arkea, qui ont du mal à elles se structurer et puis à prendre des fonds Oui, à des équipes l'étranger. plus historiques, quoi. Vraiment, ouais. Donc ça va faire disparaître des équipes qui comptent cher pour nous, mais du coup, on va avoir d'autres équipes évoluer, mais vraiment avec Après, de ils peuvent l'argent. trouver des sponsors à côté. Oui. Mais c'est compliqué de faire face Ouais, quand c'est même, sûr. aux grosses écuries. C'est exactement ce que je voulais te poser comme question, Maxence. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact, le fait que Tudor, Q36.5 et tout ça va avoir comme impact sur les équipes les plus petites du peloton, même en World Tour? Bah ouais, après, peut-être que ça va. Peut-être que justement, les équipes comme, je pense à la Total qui a quand même pas mal d'argent, peut-être qu'ils vont plus investir que d'habitude sur leur équipe de cyclistes, leur équipe pro. Donc, ça peut peut-être pousser aussi les entreprises françaises à maintenir les équipes françaises en vie. Mais pour cela, il va falloir sortir les sous. Et c'est vrai que ça peut être mauvais s'ils n'arrivent pas à les sortir et ça va faire disparaître des équipes françaises. Ça risque d'arriver fort avec Cofidis et peut-être Arkea. Donc, Et à l'inverse, Lilian, est-ce que ces ruptures de contrat peuvent aussi peut-être permettre à des coureurs de se relancer dans leur carrière? Ouais, je sais pas si ça peut jouer. Oui, forcément, je pense que quand tu fais une rupture de contrat, il faut vraiment être courageux dans le sens où tu sais ce que tu fais. Enfin, je veux dire, faut derrière assumer. Donc ça peut jouer en se disant, j'ai plus le droit à l'échec, maintenant j'ai fait ça. Je pense qu'une équipe, quand elle sait que quand elle recrute quelqu'un qui a rompu son contrat, elle peut avoir plus d'appréhension de te recruter parce qu'elle sait que tu es capable de faire la même chose pour cette équipe-là. Donc tu as obligation derrière d'avoir des résultats, je pense. Exactement. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire ou pas sur ce débat, un dernier chiffre à apporter? moi, j'aimerais dire quand même que c'est une bonne chose que les contrats aient évolué parce que moi, je parle au niveau des coureurs juste équipiers dans les plus petites équipes. Ils avaient du mal quand même à vivre de leur métier et puis c'était compliqué après de refaire leur carrière derrière après la carrière cycliste. Donc je trouve que c'est une bonne chose quand même d'avoir une rémunération digne de ce nom parce qu'ils risquent quand même leur vie à chaque fois avec l'augmentation de l'aérodynamisme. Ils vont quand même encore plus vite, ils risquent encore plus leur vie. On voit qu'il y a beaucoup de chutes, des morts parfois. Enfin, je pense que c'est bien aussi d'avoir un salaire digne de ce nom et que ce soit un peu reconnu, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est plus de mérite pour ces coureurs-là qu'on voit pas forcément souvent. Mais de l'autre côté, ça dépend aussi parce que où est-ce qu'on va chercher les sponsors? Aujourd'hui, c'est les Émirats Arabes Unis qui financent UAE. Donc voilà, après, ça dépend où tu vas les chercher. Et puis aussi, je voulais y venir, c'est que les petites équipes comme Groupama, elles vont peut-être avoir plus de mal pour attirer ce genre de sponsors. On va faire un partenariat avec le PSG, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? On ne sait pas. C'est un bon point que tu as souligné là, Maxence, et ça fera une bonne conclusion à cette vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook et j'en passe. Et aussi, allez voir nos derniers articles sur le site web
Le Grand Plateau, s'abonner aussi à la chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci les gars d'avoir été avec moi pendant cette émission. Merci Hugo. Et puis à la semaine prochaine.